Les Lefebvre de Batiscan. Chapitre 6. Ouverture sur un monde différent. Descendu près du fleuve, François Duclos déposa la mallette de Gabriel près d'un grand canot renversé sur le côté. Une tête hirsute apparut tout à coup lorsqu'un Indien allongé de l'autre côté du canot se releva dans la position assise. Ses yeux scrutateurs inspectaient l'inconnu qui accompagnait son ami Duclos. « Joseph, je te présente mon nouvel ami Gabriel Nicolas Lefebvre dit Lataille. Il vient avec nous à Batiscan. Gabriel, voici Joseph, mon meilleur ami parmi les Algonquins. » dit Joseph, croisant les bras, les yeux fixés sur Gabriel. Celui-ci, ne sachant comment se comporter, se sentit obligé de répondre « Hug ». François Duclos éclata de rire. « Eh ben, voilà que tu parles algonquin, la taille. T'apprends vite. As-tu autre chose que ta broche à poulet pour te défendre? »« J'ai 2 pistolets dans ma malle. »« Dans ce cas-là, charge-les puis passe-les à ta ceinture. Ensuite, on part. Toi, tu t'essieds au centre du canot et surtout ne te lève pas, quoi qu'arrive. Verser un canot est pas mal plus facile qu'une barque. » Gabriel fut étonné de la vitesse de l'embarcation, même si elle se dirigeait à contre-courant. On s'était éloigné de la berge de façon appréciable, ce qui permettait de contempler le paysage au-delà de la rive lorsque la vue n'était pas cachée par les grands arbres. L'Indien et le Canadien étaient silencieux, de sorte que Gabriel ne fut pas porté à engager la conversation. Les avirons faisaient leur travail sans le moindre bruit. Le canot avec ses occupants avançait tel un fantôme silencieux. 2 fois, cette dernière heure, un castor surpris par l'apparition soudaine du canot avait plongé, sonnant l'alerte d'un coup de queue sur la surface de l'eau. Cela avait produit un clap aussi retentissant qu'un coup de fusil. On pouvait alors être assuré de ne pas revoir de castor avant quelque temps. Lorsque le soleil disparut à l'horizon, Gabriel sentit comme si une chape humide se déposait sur lui, et comme il était immobile, il lui sembla perdre graduellement de la chaleur. Il attrapa la couverture qu'il avait achetée et s'en enveloppa. « C'est le frein qui vient de tomber, » lui expliqua François. « Si t'as des frissons, préviens-moi. Il est pas bon de les supporter sans rien faire. »« D'accord, je t'avertirai, » répondit Gabriel. « Joseph, commence à être attentif pour voir s'il y a un bon campement. On pourrait faire un feu sans qu'il soit visible des Iroquois. »« répondit Joseph. Gabriel constata qu'il avait assimilé tout le vocabulaire algonquin qu'il eût entendu jusque-là. Il devait avoir un don pour les langues étrangères, ironisa-t-il en lui-même, et le canot continua d'avancer à la même vitesse. Entre chien et loup, tout juste avant la tombée de la noirceur totale, Joseph pointa son aviron vers un point de la rive. François y dirigea le canot sans souffler mot. Arrivé près de la grève, l'Indien sauta du canot dans l'eau jusqu'aux genoux et saisit la pointe pour l'empêcher de heurter le rivage. Relevant le nez de l'embarcation, il le déposa doucement sur le sable. Gabriel et François purent alors débarquer. On tira le canot sur la berge, le vida de son contenu, et Joseph, après y avoir attaché les avirons adéquatement, le balança habilement sur ses épaules pour le transporter derrière un gros rocher où il le coucha sur le côté. Cette position toute simple permettait de faire du canot un abri du vent ou, éventuellement, de la pluie, simplement en se glissant en dessous. Aussitôt fait, Joseph s'éloigna pour ramasser du bois pour le feu. Gabriel remarqua qu'il choisissait soigneusement les branches qu'il gardait pour brûler. « Pourquoi l'Algonquin choisit-il le bois qu'il veut brûler? » s'enquit Gabriel à François Duclos. « Il ne garde que le bois qui ne fume pas pour éviter de répandre l'odeur de brûlé. Tu verras, il va faire le feu entre le gros rocher et le canot. Ainsi, les chances sont minces que les Iroquois puissent nous découvrir. Le rocher est assez gros pour même cacher les lueurs de feu, et la chaleur sera réverbérée vers le canot. Il a choisi un bon campement. »« Des Iroquois? »« Ouais, ce sont des Indiens avec lesquels les autorités du pays ont moyen partir. Ce sont des très bons guerriers. »
Heureusement qu'ils sont pas portés à s'attaquer sans raison aux Canadiens. Mais ça arrive plus souvent depuis quelques années. Faut donc mieux prévenir que guérir. Par contre, un Algonquin comme Joseph n'est jamais en sécurité là où il se trouve des Iroquois. Il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de notre sécurité. Il serait bon que tu continues à porter attention à ce qu'il fait. Ça te sera d'un grand secours lors de tes déplacements. On cassa la croûte avec du pemmican que l'Indien gardait dans une besace en peau de serre. Gabriel trouva cette nourriture grasse délicieuse. François Duclos, quant à lui, avait ramassé le reste de la miche de pain sur la table chez Loisel et l'avait glissé dans sa cibecière, enveloppé dans son tissu, ce que Gabriel n'avait jamais remarqué. Le pain, séparé en trois, acheva de rassasier nos campeurs. Chacun se prépara alors à dormir. Le jeune Français vit ses deux compagnons se diriger vers le fleuve, se dénuder jusqu'à la ceinture et s'asperger d'eau en se frottant énergiquement. Il s'approcha et fit comme eux, sans vraiment en connaître l'explication. « C'est bien de suivre notre exemple, petit gars. Autrement, t'aurais eu des frissons toute la nuit. Le feu peut pas brûler pendant 5 heures, » expliqua Duclos. Achevant de se sécher avec le tissu qui avait enveloppé le pain, il le présenta à Gabriel pour la même fin. Ces préparatifs terminés, chacun s'enveloppa dans sa couverture et s'étendit sous le canot, les pieds dirigés vers le feu de camp. Gabriel s'endormit aussitôt. Il fut réveillé quelques 2 heures plus tard pour voir Joseph se lever et aller s'installer, la vue sur la berge du fleuve. L'Indien montait la garde. Il referma les yeux et se rendormit. Chapitre 7. Comment on devient Canadien. Ses yeux s'ouvrirent tout grands. Il venait de passer de l'état de sommeil à celui d'éveil, sans la transition habituelle qui replaçait graduellement l'environnement en perspective. Sa concentration sur l'instant présent se révélait totale d'un seul coup. Étonné et quelque peu inquiet, Gabriel vérifia autour de lui en tournant ses yeux sans même oser bouger la tête. Tout semblait normal. Le ciel prenait une teinte moins sombre, de sorte que, sans aucun bruit, il décida de se lever. À sa gauche, couché sur le dos, François Duclos dormait à poing fermé. L'Algonquin, tant qu'à lui, semblait sommeiller là où Gabriel l'avait vu prendre son poste durant la nuit. Il passa un de ses pistolets à sa ceinture et s'enveloppa de sa couverture. Sortant de derrière le rocher ainsi emmitouflé, Gabriel découvrit que le fleuve avait disparu. Une couche de brume opaque le recouvrait complètement. Curieusement, cette couche de brume ne s'élevait pas à plus d'environ 3 pieds au-dessus de la surface de l'eau. Le spectacle était majestueux. Gabriel avait l'impression que les nuages étaient venus s'incliner à ses pieds. De l'autre côté du fleuve, il percevait une ligne noire dessinée par la forêt, émergeant comme de nulle part à travers l'étendue vaporeuse. Le jeune homme, subjugué, alla s'accroupir tout juste là où la brume débutait sur le sol devant lui. Levant les yeux vers le ciel, il se sentit aspiré par l'espace dont la définition lui échappait graduellement. Le ululement d'un grand-duc d'Amérique tenta bien de s'incruster dans son esprit, mais ne parvint qu'à paraître venir de très loin. Le jeune homme, habitué à subir inconsciemment l'enserrement des murs déterminant les rues étroites de Paris, comme toutes les autres rues de toutes les autres villes et villages qu'il avait traversés, se relatant également cet espace exigu qu'on lui avait concédé pour vivre sur les différents navires lors de ses aventures précédentes, subissait l'effet étonnant d'une libération de tout ce carcan qu'il avait séquestré toute sa vie. Il prit conscience clairement que son champ d'action s'étendait dorénavant sans aucune limite. La vraie liberté venait de s'emparer de son être tout entier. Il venait de franchir, sans encore le savoir, le premier pas pour devenir un tout nouvel homme qui s'appelle un Canadien. Une main sur son épaule le tira de sa transe.
L'Algonquin, accroupi près de lui, lui indiqua de ne pas faire le moindre bruit et pointa vers un point précis dans la brume qui baissait lentement sur le fleuve. On percevait un mouvement de quelque chose de mal défini, mais qui ressemblait à une crête de poils hérissés que Gabriel avait déjà vue sur les casques de certains soldats. Il prit soudainement conscience qu'un canot s'approchait de leur campement. Il se rappela également le cri de hibou entendu plus tôt, venant de la forêt. Il pointa le canot et ensuite pointa vers la forêt, voulant ainsi indiquer à Joseph qu'on les approchait de ces 2 points. Ce dernier fit un signe de tête affirmatif et lui fit comprendre de rejoindre François Duclos pour l'avertir. Lorsque Gabriel déboucha derrière le rocher, Duclos n'était déjà plus couché sous le canot. Ne perdant pas une seconde, le jeune homme laissa tomber sa couverture, ceignit sa ceinture portant rapière et y passa son 2e pistolet qu'il venait de retirer de sa mallette. À ce moment précis, il entendit un froissement de feuilles venant de la forêt derrière le canot. Il en vit surgir François Duclos, traînant derrière lui un sauvage peinturluré, les mains ligotées dans le dos, mais le cou attaché à une perche que François, d'un air bourru, tirait sans cérémonie. « Je suis parvenu à me dégoter ce fichu hibou qui m'a réveillé. Je déteste me faire réveiller sans que le café soit prêt. Où est-ce qu'il est Joseph? » Près du fleuve, un canot s'approche du rivage. « Alors, suis-moi. » François pressa le pas, allant derrière lui sa perche, ornée du sauvage qui le suivait qu'un quart. À leur arrivée près du fleuve, 5 sauvages accostaient leur canot, tandis que Joseph, en retrait, les mettait en joue. S'adressant à Gabriel, François lui dit « Ce sont des Iroquois. Prends un pistolet dans chaque main et tiens-les en joue, mais tire surtout pas avant que je t'en donne l'ordre. » Ramenant sa perche devant lui, il s'avançait en présentant son prisonnier. « Comme vous pouvez le constater, j'ai pas tué votre frère. Il vous reste à décider combien d'entre vous veulent mourir. Vous êtes 5 et mes 2 compagnons qui en tiennent 3 en joue, ce qui ne donne pas tellement d'avantage selon moi. À vous de décider si vous acceptez que je vous traite en ami ou que je vous tue. À vous de choisir. » L'un des Iroquois s'avança et prit la parole. « Je te connais, t'es le Canadien Duclos. Nous ne savions pas que tu campais ici. D'avoir su, nous ne serions pas arrêtés inutilement. Tu traites avec plusieurs d'entre nous. Nous ne sommes pas tes ennemis, nous repartons. »« Amenez votre frère avec vous, » répondit François en coupant les liens de son prisonnier, qui chancelait encore quelque peu. 2 Iroquois aidèrent le pauvre diable à moitié étouffé à prendre place dans le canot et le groupe s'éloigna sur le fleuve. « Bon, je vais-tu pouvoir avoir mon foutu café maintenant, Joseph, ou vais-je être obligé de m'occuper de ça aussi? »« Je m'en occupe personnellement, Monsieur François, » enchaîna Gabriel amusé en retournant au canot. « T'as raison, petit gars. Il est plus que temps que tu serves autre chose que du bagage. » Duclos était encore bourru, semblait-il. Lorsque le café fut prêt, l'Algonquin apparut avec 4 barbottes qui frétillaient au bout d'un lacet de cuir. Il en donna une à chacun de ses compagnons et en garda 2 pour lui. François Duclos apprit à Gabriel comment vider et faire cuire ce poisson dans la braise. La Taille découvrit un autre secret culinaire canadien qui s'avérait être, encore une fois, des plus succulents. 2 heures plus tard, l'Algonquin, toujours à l'avant du canot, cessa soudainement d'avironner et fit signe aux 2 de ne plus bouger. À 50 pas du canot, sur la grève du fleuve, un ours noir fouillait un gros tronc d'arbre pourri, enveloppé d'une multitude d'abeilles enragées qui lui revoltaient autour de sa tête. L'Indien déposa son aviron et ramassa son fusil. Duclos déplaça le canot pour orienter la pointe vers où se tenait l'ours. On éviterait ainsi de faire basculer l'embarcation. Aussitôt le canot en position, Joseph laissa partir son coup de fusil. L'ours sursauta, courut environ 5 pieds et s'effondra le nez dans le gravier du rivage. « Bravo, Joseph! Très beau coup de fusil, mon ami. C'est Dame Jeanne qui sera fière de toi. Voilà de la graisse qui ne lui serait pas désagréable, sans parler du miel que je soupçonne pouvoir trouver dans cet abattis. » Après le travail de boucherie terminé, Gabriel aperçut Duclos qui, avec son couteau de chasse, s'appliquait à se raser
près du fleuve. « Nous serons bientôt chez moi et je dois être présentable devant mon épouse, la belle Jeanne. » Gabriel courut à sa mallette, en sortit son rasoir pour imiter François Duclos et se faire lui aussi présentable. Il en sortit également une chemise à large collet d'un blanc immaculé qu'il enfila sous son juste au corps en cuir propre aux escrimeurs. Ses bottes de daim brossées, montant jusqu'au-dessous du genou, lui donnaient fière allure et l'ombre d'un sourire se dessina sur les lèvres de François Duclos lorsqu'il le regarda d'un œil approbateur. Gabriel laissait voir l'influence que l'élégance de De Graff avait eue sur lui. L'Algonquin, quant à lui, avait les yeux sur le fleuve en attendant que ses deux compagnons se décident enfin à repartir. L'ours, vidé, dépecé, la peau enveloppant les quartiers de viande, servait maintenant de dossier confortable à Gabriel dans le canot. On avait dépassé la rivière Sainte-Anne et on approchait de l'embouchure de la Batiscan. Gabriel apercevait déjà les maisons de colons, distribuées à distance égale les unes des autres le long du littoral du magnifique fleuve. Le paysage lui semblait encore plus féerique qu'ailleurs où il était passé depuis qu'il avait mis les pieds au Canada. À partir de la rivière Sainte-Anne, il avait vu des terres basses et un littoral bordé de plages de sable ou de prairies. Les forêts entourant ce décor étaient fabuleuses. Il se rendit soudainement compte que cette impression de liberté ressentie le matin même n'était pas qu'une émotion passagère. Dorénavant, c'était un fait incrusté dans sa vie et dans tout son être, dont il ne pourrait jamais plus se départir. Gabriel Nicolas Lefebvre était transformé jusqu'au fond de l'âme. Arrivé près de l'île Saint-Éloi, François Duclos orienta le canot vers la berge où on pouvait voir une grande maison de bois rond à toit bas, d'où un filet de fumée s'élevait de la cheminée. Un jardin assez grand s'étendait du côté droit de la maison, où travaillaient deux jeunes enfants. À la gauche de la maison, un jeune homme au torse nu musclé fendait des bûches de bois de cèdre pour en faire du bois d'allumage, semblait-il. L'un des enfants dans le jardin leva la tête et aperçut le canot. « C'est papa qui arrive, Nicolas! Papa et Joseph arrivent! » Gabriel se rendit compte que ce qu'il avait cru être un enfant était en réalité une belle jeune fille d'environ 15 ans. Elle avait laissé tomber la bêche qu'elle tenait et s'élançait à la course vers le canot qui accostait. Le jeune homme suivait d'un pas tranquille en endossant une veste de daim qu'il passait par-dessus sa tête. Une femme émergea de la maison et s'essuya les mains sur son tablier. Gabriel sentit clairement qu'il entrait de plein pied dans un nouveau monde tout à fait inconnu. Par contre, il se savait déjà conquis parce qu'il en avait déjà goûté jusqu'ici. Ajouté à toutes ces nouveautés, le spectacle enjoué de cette famille canadienne qui se déployait devant lui le figeait d'étonnement. Notre jeune ex-flibustier allait faire escale sur la concession d'un Canadien nommé François Duclos dit Carignan. Mais ne serait-ce vraiment qu'une escale? Chapitre 8. Une nouvelle famille. La jeune fille arrivant en courant s'immobilisa d'un seul coup, lorsqu'elle remarqua Gabriel qui se levait pour descendre du canot. Sans être gênée le moins du monde, elle replaça ses cheveux dans le bonnet blanc qu'elle portait et lissa la façade de sa robe. « Bonjour, père! Bonjour, Joseph! » Tournant les yeux vers ceux de Gabriel, elle ajouta « Bonjour, messieurs! » en faisant un tout petit fléchissement des genoux. « Oh là, ma belle Louise! Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tu ne sautes plus dans les bras de ton vieux père! Viens ici que je t'embrasse! » Louise s'élança, sauta et atterrit couchée dans les bras tendus de François Duclos, qui avait encore les deux mocassins dans l'eau. On voyait que le bonhomme était encore très solide sur ses jambes. Il embrassa sa fille sur le front et les joues, en avançant sur la grève où il la déposa gentiment. Le jeune bûcheron arrivait au canot. Il salua Joseph, qui lui répondit, sans qu'on s'en surprenne, « Il prit son père dans ses bras. « Salut, père!
Tu sembles avoir fait un bon voyage et tu nous ramènes de la compagnie, est-ce que je vois? Nicolas, je te présente Gabriel Nicolas Lefebvre dit Latoy. Gabriel, voici mon fils aîné, Nicolas Duclos dit Carignan. Celle qui saute comme un caprin, c'est ma toute mignonne Louise. Enchanté, mademoiselle, monsieur Duclos, répondit Gabriel en s'inclinant devant la jeune fille et le jeune homme. Voyons donc, Gabriel, pas de tel smaigré entre deux Nicolas, s'exclama ce dernier en attrapant la main de Gabriel qu'il serra chaleureusement. Bien qu'on décharge le canot, Joseph peut pas faire ça tout seul, ajouta-t-il. François Duclos, accompagné de sa fille Louise, marchait déjà vers la maison où attendait son épouse encadrée par 2 autres jeunes filles et 4 enfants additionnels que Gabriel ne distinguait pas avec plus de précision. Nicolas attrapait la peau d'ours avec Joseph qu'ils déposèrent sur la berge. Gabriel ramassa sa malle de marin et les 2 fusils, ce qui permit à l'Algonquin de renverser le canot et le porter en haut de la grève, où déjà se trouvait un autre canot beaucoup plus gros. L'Algonquin se dirigea ensuite vers une sorte de petite maison ronde en écorce installée à l'orée de la forêt. Une femme et 2 jeunes enfants indiens l'attendaient patiemment. « François! » cria Nicolas vers la maison. « Apporte la barouette! » Gabriel aperçut un gamin d'une 12aine d'années s'élancer vers le tas de bois fendu, agripper les poignées d'une plateforme de bois ayant une roue à l'avant et s'y diriger vers eux en poussant l'instrument devant lui. Gabriel n'avait jamais encore vu ce genre d'engin à une seule roue. Il trouva l'idée assez ingénieuse, surtout lorsqu'il aida Nicolas à y placer le ballot de peau d'ours et le vit pousser facilement le tout vers la maison. « Dis-moi, Nicolas, demanda-t-il, qui est l'inventeur de cette barouette? »« L'inventeur? J'en sais pouche-toi rien, moi. C'est mon père qui l'a fabriquée. Il dit qu'il en a vu une comme ça sur une terre de Manerbe, en Normandie où il est né. Je te jure qu'elle travaille fort, notre barouette. Elle est bien pratique. » À leur arrivée devant la maison, François Duclos tenait sa femme par la taille en souriant. Toute la famille se tenait là, devant la porte, et tous les yeux étaient fixés sur Gabriel. Il était évident que François Duclos avait déjà parlé de son jeune compagnon. Celui-ci déposa sa malle par terre, y appuya le fusil et salua gracieusement Dame Duclos. François lui présenta aussitôt son épouse, Jeanne Cerisier, suivie de toutes les personnes présentes. La maîtresse de la maison était alors âgée de 45 ans. Elle n'avait pas d'embonpoint et paraissait très alerte aux yeux de Gabriel. « Je suis très heureuse de vous recevoir dans ma maison, monsieur Lefebvre. Je vois que mon mari a parfaitement raison et que vous me semblez un jeune homme très remarquable. Bienvenue chez nous, Gabriel, si vous me permettez de vous appeler ainsi. »« C'est une joie, madame, de subir un tel privilège. Je vous en suis reconnaissant, » répondit Gabriel en s'inclinant. « Ce qui est beau, » murmura à l'oreille de Louise la petite Madeleine âgée de 11 ans. Louise lui donna une petite tape sur la tête. « Chut » lui dit-elle. « Chut quoi? C'est vrai, non? » s'écria la petite, rouge d'irritation. « Et là? » cria Nicolas. « Tassez-vous tout le monde. Gabriel et moi avons un ballot à entrer dans la maison. » Et ce fut l'équivalent d'un branle-bas de combat. Louise attrapa la malle de Gabriel, aidé par le jeune François, et entra dans la maison. François Duclos suivit sa femme et ses 2 jeunes filles, Anne et Gabriel, pendant que les enfants Madeleine, Marguerite et Charles tournaient autour du jeune nouveau venu. Charles tripota la garde de la rapière, pendant que Marguerite touchait la manche de la chemise blanche pour en vérifier les textures. Madeleine se contentait de dévorer le jeune cavalier des yeux. Nicolas approcha la brouette de la porte et se tourna vers Gabriel. « Donne-moi un coup de main pour entrer ça dans la maison. On va le mettre sur la table pour que la mère le déballe. Viens! » Les enfants s'élancèrent à l'intérieur, sautant par-dessus la barouette avant que le ballot puisse passer. François Duclos, assis à la table, venait d'extirper de sa gibetière un paquet d'écorce de bouleau qu'il détachait méticuleusement. « Les voir, les enfants. Papa a apporté quelque chose pour vous. »
dit-il en ouvrant son paquet, qui dévoila plusieurs gâteaux de cire dont les alvéoles étaient remplis de miel. « Non, non, François, » s'écria Jeanne Cerisier. « Pas tout de suite, ils vont casser leur appétit. » Mais il était trop tard. En poussant des hurrahs, les 4 plus jeunes enfants s'étaient précipités, avaient attrapé chacun un morceau de gâteau de cire et s'en empiffraient déjà. Gabriel ne put s'empêcher de sourire au plaisir évident des enfants. « Et vous trouvez ça drôle, vous? » s'exclame la jeune Louise, les 2 poings sur les hanches, devant Gabriel, en le fustigeant des éclairs de ses yeux. « Ça paraît que c'est pas vous qui allez leur décrotter les mains et les visages. Papa, à quoi t'as pensé en étalant ces plaques de miel devant des enfants? » ajouta-t-elle en se retournant vers son père, le visage plein de critiques. « Il en reste encore beaucoup, ma douce et belle Louison. Ce serait très gentil de prendre une assiette et d'en offrir un morceau à notre chef Gabriel, tout confus de ton esclave qui n'a certainement pas mérité, » répondit son père. Louise tourna les yeux vers le jeune homme pour savoir s'il était possible qu'un tel cavalier soit perturbé par un si petit reproche. Étonnée qu'elle s'aperçut qu'il était vraiment mal à l'aise, ce qui provoqua un petit velours intérieur qui l'étonna un peu. S'approchant avec un sourire, elle posa la main sur son bras en disant « Veuillez m'excuser, Gabriel, je ne voulais pas vous blesser. Jugez mes paroles comme étant le résultat que je vous considère déjà comme un membre de la famille. Assisez-vous et je vous apporte un morceau de ce miel avec un gobelet d'eau fraîche. » « Eh bien, mon ami Gabriel, » remarqua Nicolas, « c'est bien la première fois que j'entends ma sœur Louise faire des excuses aussi diplomatiques. Pas d'assiette pour moi, Louison. Merci. Je prends mes doigts et je vais ensuite décrotter moi-même. Ne t'en fais pas. » Et il agrippa un morceau de cire. « Peut-être que tu devrais faire comme moi, Gabriel. Ça obligerait Louise à te laver le bout des doigts, » ajouta-t-il au-dessus de son épaule en riant. Jeanne Cerisier sourit lorsqu'elle vit sa fille rougir en choisissant une petite assiette. Ce qui l'étonna beaucoup plus, cependant, fut que Louise ne rétorqua rien à son frère et se contenta de mettre un morceau d'alvéole dans l'assiette, de remplir un gobelet d'eau qu'elle vint placer gentiment devant Gabriel, assis près de son père. Jeanne aperçut son époux qui la regardait avec ses yeux pleins de malice. Jetant un coup d'œil à Gabriel, elle le vit regarder fixement la pièce de miel au milieu de son assiette. Son sourire s'accentua, mais elle se dit qu'elle allait garder à l'œil ce beau jeune homme qui arrivait à faire bourdonner toute sa maisonnée. Chapitre 9. Nicolas Duclos n'aime pas rien faire. Une fesse d'ours avait cuit lentement au-dessus du feu dans le grand foyer qui réchauffait la maison. La maîtresse des lieux se chargeait de couper les tranches de viande et de les placer dans les assiettes que ses filles lui présentaient pour ensuite aller les placer devant chacun assis à table. Tout le long du centre de celle-ci, on trouvait du pain fraîchement tranché et des plats de différents légumes, carottes, poireaux, choux, navets, pois et oignons, sans oublier une purée de citrouille inconnue de Gabriel, mais que tous s'empressaient d'ajouter à leur assiette. Cette purée s'avéra succulente au palais du jeune homme, qui se gratifia d'une deuxième portion sous l'œil reconnaissant de Louise qui l'avait préparée. Jeanne Cerisier, ayant terminé sa coupe de viande, fit pivoter la broche qui traversait la fesse d'ours vers l'extérieur du foyer, s'assurant qu'elle reste à la chaleur du feu sans risquer de brûler. On avait commencé le repas avec une soupe à l'oignon que Gabriel avait trouvée tout à fait savoureuse. Un plat de pommes rouges au bout de la table achevait la présentation. Durant le repas, on avait bu de l'eau fraîchement tirée du fleuve par le jeune François ou du lait dont les jeunes raffolaient. À la fin du repas, Jeanne Cerisier apporta une grosse bouilloire pleine d'eau bouillante avec un plat contenant des feuilles et de petits fruits rouges séchés, dont tous déposèrent une pincée dans leur gobelet avant que Jeanne ne les remplisse d'eau chaude. Marianne, l'aînée des filles, déposa ensuite sur la table 2 grosses tartes aux pommes que Geneviève s'empressa de découper
pour remplir les petites assiettes devant elle, et que Marianne distribua devant chacun des convives. Tout ce remue-ménage, mené rondement, dénotait le sens d'organisation que la mère inculquait à ses filles. Gabrielle ne put s'empêcher de le remarquer. Geneviève, âgée de 16 ans, qui n'était pas sortie à son arrivée, était déjà mariée depuis l'année précédente à un dénommé Pierre Perrault, meunier de Cap-Santé. Elle était venue se réfugier chez sa mère temporairement, suite à un malheur qui lui était arrivé quelques mois après son mariage. On ne spécifia pas le malheur en question ce soir-là à Gabrielle, mais la jeune femme semblait assez bien récupérée de son épreuve, entourée de sa famille. Beaucoup plus tard, il apprendrait que la nouvelle mariée avait été violée par un soldat déserteur nommé Jacques Pourpoint. Un sergent, appelé Robillard, avait retrouvé le bandit 6 jours plus tard, entre 2 arbres, reliés par une perche, à laquelle il avait été ligoté, le cou enserré par un lacet de cuir. On ne savait pas qui l'avait ainsi installé, mais Gabrielle s'en douta un peu à la mention de la perche. Seule la pluie, qui durait depuis 2 jours, empêchant le lacet de sécher et de rétrécir, lui avait sauvé la vie. Ce ne fut qu'un court répit, puisque quelques heures après sa capture, le 22 mai 1686, suite à la sentence du Conseil souverain, on l'égorgeait et le pendait à une potence dressée dans la basse ville de Québec. Ensuite, on le décapita et sa tête fut mise au bout d'une pique au cas où. Pas question qu'on prenne de chance de récidive dans le Québec de l'époque. Quelque temps plus tard, Pierre Perrault déménagea de Cap-Santé pour venir s'installer à Batiscan, où Geneviève reprit une vie conjugale normale. Rassasié, Gabriel savourait tranquillement l'infusion qu'il avait dans son gobelet. On lui avait dit que cela s'appelait du thé des bois, et que c'était merveilleux pour la digestion. Il était étonné de toute cette vaisselle dont s'était servi Jeanne Cerisier pour le repas. Les bols, assiettes et gobelets étaient tous en bois franc, et chacun était ciselé de différents dessins. Après s'être renseigné, il apprit que François Duclos et son fils Nicolas s'amusaient à les fabriquer dans du bois d'érable séché les soirs où il n'avait rien d'autre à faire. Nicolas lui avait indiqué « Il faut être 2 pour les faire, un qui fait marcher le tour pendant que l'autre se sert des ciseaux. Je te montrerai ça. » La batterie de cuisine, par contre, était en cuivre, sauf pour un gros chaudron en fonte près du foyer. On voyait un grand lit à baldaquin avec des rideaux au fond et à droite de la pièce, entouré de plusieurs couchettes où dormaient les filles et les enfants. Un mur les séparait d'un plus petit espace où se trouvait un lit seul. C'était là la chambre de l'aîné des fils. Disposé de cette façon, le foyer pouvait réchauffer toute la maison et tous ses habitants. Rangé du côté opposé, Gabriel voyait un rouet et un métier qui servait à tisser le lin. De chaque côté du gros foyer se tenait une autre commode pour la vaisselle et une autre pour la lingerie. Nicolas se balança sur les pattes arrière de sa chaise en sortant une courte pipe à fourreau de pierre de sa poche accrochée à sa ceinture. Il la chargea de tabac et partit l'allumer avec un tison du foyer. Sur le dessus du foyer, il ramassa une autre pipe et la porta à son père avec une blague à tabac fabriquée d'une vessie de porc avant de retourner s'asseoir. François Duclos entreprit le même cérémonial et les 2 hommes fumèrent silencieusement, les yeux mi-clos, pendant que les femmes débarrassaient la table et se préparaient à laver toute cette vaisselle qui avait servi au repas. La soirée ne s'éternisa pas avant que les enfants fussent mis au lit. Nicolas arriva tout à coup de l'extérieur, les bras pleins de perches, de lanières de cuir et de branches de sapin. « Allons, Gabriel, arrive qu'on te fabrique un lit. Tu dormiras dans mon coin avec moi. »
Le lit terminé, il était temps de se coucher. Chacun se souhaita une bonne nuit en s'embrassant sur les joues et tous se retirèrent. Gabriel, étendu dans ce lit qu'il trouvait très confortable, enveloppé d'odeurs de sapin, se remémora tout ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait débarqué à Beaumont. Le sommeil le terrassa avant même qu'il ne soit descendu au bord du fleuve pour être présenté à Joseph l'Algonquin. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il était seul dans la chambre. Croyant être trop tard, il s'habilla rapidement et se dirigea vers la cuisine. Il n'y avait personne autour de la table, mais un feu brûlait dans le foyer. Passant à l'extérieur, le soleil n'était qu'à moitié levé. Il constata qu'il n'était pas trop tard, mais plutôt trop tôt. Il entendit du bruit venant de derrière la maison, où il n'avait pas encore remarqué un bâtiment, cette fois-ci, construit avec des pieux plantés les uns près des autres. Une clôture de grosses perches partait de ce bâtiment et contournait un grand terrain partiellement défriché où coulait un ruisseau vers un étang, pour revenir s'attacher à l'autre côté du bâtiment de pieux. Gabriel s'y dirigea et aperçut Nicolas qui ramassait des œufs pondus durant la nuit sur une tablette couverte de paille par la quinzaine de poules qui picoraient et grattaient la paille sur le sol de la cabane. Les poules ne se formalisaient pas des 3 vaches et du bœuf couchés sur cette paille. Par contre, les 2 veaux qui se tenaient debout semblaient les inquiéter un peu. « Bonjour, Nicolas. Je te lève tôt. »« Salut, Gabriel. Il faut bien, si je veux pas que mes poules mangent les œufs qui pondent la nuit. Pas bien dormi? » C'était parfait, merci. « Peux t'aider? Tiens, prends ce panier plein d'œufs et porte-le sur la table de la maison. Les filles vont préparer le petit déjeuner bientôt. Je dois m'occuper de traire les vaches, ensuite de faire sortir les bêtes à cornes. » Gabriel entra dans la maison et aperçut Louise occupée près du foyer. « Bonjour, Gabriel. T'as bien dormi? » demanda-t-elle. « Très bien, merci. Et toi, Louise? » Il déposa le panier d'œufs sur la table. « Je dors toujours bien, et j'aime quand Nicolas prend le temps d'allumer le feu dans le foyer. L'hiver, lorsqu'il part parfois faire la traite de fourrure avec le père, j'ai l'impression de mettre les pieds dans un banc de neige en sortant du lit. Tu lui diras que le repas sera prêt dans environ une demi-heure. Je prépare le café pour papa, il est grincheux sans son café le matin. »« Oui, je sais. Un Iroquois en a fait l'expérience hier matin, » répondit Gabriel en riant. « Tu devras nous raconter ça tantôt. Ça nous fera un sujet de conversation, » sourit la jeune fille. « C'est promis. Je retourne près de Nicolas. À tout de suite. » En sortant de la maison, Gabriel se demandait comment il se faisait que Louise, après avoir appris que son père avait eu affaire à des Iroquois la veille, n'en avait pas été alarmée et croyait que la narration en serait plutôt drôle. Cette jolie fille semblait assez difficile à effaroucher. Il se souvint également que son père, François Duclos, n'avait montré aucune inquiétude face aux Iroquois affreusement peinturlurés. C'était à se demander de quel bois se chauffaient ces fichus Canadiens. Nicolas terminait la traite de la 2e vache. Il ne trairait pas celle qui allaitait les 2 veaux. « Je voulais t'apprendre à traire une vache, mais ce sera pour demain. J'imagine que Louise était déjà debout, » dit-il avec un sourire en coin. « Elle te fait dire que le repas sera prêt dans une demi-heure. »« Prêt, pas prêt, on va y aller, car j'ai presque terminé. Place ces 2 seaux de lait près du mur, on va faire sortir le bétail dans le pré. Attention au bœuf, je m'en occupe moi-même, il te connaît pas. » Gabriel fit comme commandé et poussa ensuite 2 vaches à se lever et suivre Nicolas tirant le bœuf vers le pacage. La 3e vache suivait les 2 veaux. « Bon, voilà qui est fait, » dit Nicolas. « Il ne reste plus qu'à nourrir les cochons. Viens. » Et il se dirigea vers un autre abri donnant sur le même pré. « Ventre Saint-Gris, à travailler comme ça avant le déjeuner, tu vas dévorer tous les œufs que tu viens de ramasser, » s'exclama Gabriel. « Ça donnerait quoi de s'assurer de bailler aux corneilles? De toute façon, c'est la seule manière de s'ouvrir un appétit pour savourer pleinement les œufs au petit lard que nous préparent actuellement ma mère et mes sœurs.
Allons, un peu de cœur au ventre, le Français, ironisa le jeune Canadien, futur juge de la région de Batiscan. L'abri contenait un énorme verra dont on voyait les longues défenses inquiétantes. Une truie couchée au centre de l'abri nourrissait 6 petits porcelets avides. Nicolas attrapa quelques poignées de feuilles de légumes accumulées dans un baril et en déposa devant le verra et la truie. Les petits yeux ronds du gros cochon qui suivait le jeune homme se fermèrent lorsqu'il lui passait la main sur la tête. Gabriel pensa en lui-même qu'il n'oserait jamais toucher un tel sanglier domestiqué ou pas. « Sa défense ne t'inquiète pas lorsque tu l'approches? » demanda Gabriel. « Il s'en sert pour se défendre. Tu vois bien que je ne l'attaque pas, » fut la seule explication de Nicolas. Gabriel ne semblait pas tout à fait convaincu. « Bon, on ramasse les seaux de lait, on rentre, et si le repas n'est pas prêt, on boirait du café, » ajouta le Canadien en essuyant ses mains avec de la paille. Chapitre 10. Une journée très ordinaire. François Duclos, sérieux, la pipe au coin de la bouche, ne disait pas un mot. Personne ne semblait s'en formaliser, et les enfants même, si le repas était terminé, restaient assis à babiller, à qui mieux autour de la table. Gabriel savourait son 2e café, pendant que Nicolas fumait sa pipe comme son père. Mais lui ne cessait de rigoler de l'aventure de l'Iroquois attaché à une perche que Louise avait exigé qu'il le raconte. La porte d'entrée s'ouvrit et Joseph, avec sa femme et ses 2 papousses, entra dans la maison. Les enfants du clos sautèrent en bas de leurs chaises et entraînèrent leurs petits amis algonquins à jouer dehors. L'Indienne alla rejoindre Jeanne près de l'armoire où elle rangeait les couvertures. Joseph, muni d'une pipe à long tuyau, se dirigea vers le foyer, trouva la blague de François, chargeait son calumet et l'alluma d'un tison du foyer, avant de venir prendre place à table à côté de Gabriel. François Duclos le regardait faire sans dire un mot. Nicolas le salua et lui demanda « Bonjour, Joseph. Passe une bonne nuit avec ta famille. » Gabriel manqua de s'étouffer et cracha la gorgée de café qu'il avait en bouche, ayant toutes les misères du monde à ne pas éclater de rire. François Duclos le regarda avec un petit sourire en coin. Le vieux Canadien commençait à dégeler. Sans relever l'incident, Nicolas poursuivit. « J'ai l'impression que t'es venu nous faire part de quelque chose. Est-ce que je me trompe, Joseph? » Gabriel devina les réponses avant de l'entendre. Le silence se fit autour de la table. Tous savaient que Joseph ne parlerait que lorsqu'il en ressentirait l'envie. Quant à Gabriel, il ne savait pas du tout si Joseph pouvait parler. C'est alors que François Duclos daigna ouvrir la bouche pour la première fois en cette belle matinée de milieu d'été, mais il s'adressait à son épouse. « Ma belle Jeanne, il va falloir emballer l'autre fesse de l'ours dans sa peau et la remettre à Joseph. C'est lui qui l'a tué. Toute cette viande-là, c'est à lui. Il m'a dit qu'il pourrait partager la graisse avec ta femme. »« Mais mon bon Joseph, pourquoi t'es pas venu souper avec nous avec ta famille hier soir? » demanda-t-elle. « C'est bien que vous êtes toujours les bienvenus dans ma maison. » Joseph sait. Joseph entra chez lui et ressentit la bonne sagamité préparée par femme. Joseph décidait de manger chez lui avec sien. Et il replaça le tuyau de sa pipe dans sa bouche. Gabriel le regarda, tout étonné que l'Indien puisse parler aussi longtemps. Mais il semble que tout a été dit, car il n'ouvrit plus la bouche. Personne d'autre n'engagea la conversation, de sorte que Gabriel, ayant terminé son café, ne savait plus trop comment se comporter et commençait à être mal à l'aise. « Dis donc, Nicolas, pourrais-tu m'apprendre à me fabriquer une pipe, afin que je n'aie pas l'air trop imbécile après chaque repas? Je suis pas du genre à jacasser, mais vous tous, vous battez 4 as. » « est mieux d'établir contact sans obliger de parler, » remarqua Joseph, en lui jetant un coup d'œil de ses yeux noirs et expressifs jaillissant de sa physionomie sombre et imperturbable, et il tira une bouffée de fumée de sa pipe. Gabriel se le tint pour dit,
appuya ses coudes sur la table et attendit. « On te fabriquera une pipe cet après-midi, » l'informa Nicolas. « Mon frère, » dit Joseph à François, « Orignal venu près de ma cabane cette nuit. M'a trouvé piste. Veux savoir si toi venir chasser. » L'Indien regarda dans le vague, restait de glace en faisant cette annonce importante. La tête de Nicolas se redressa pour fixer son père en attendant sa réponse. Celui-ci regardait son fils, tourna les yeux vers Gabriel avant de répondre. « Il s'en va où, ton orignal? » demanda-t-il. « Vers Rivière-Batican, ou au contourne prairie. » C'est l'endroit que je voulais montrer à Gabriel. Crois-tu que nous pourrions amener les deux jeunes avec nous? Jeune Français, pas de fusil, remarqua Joseph. Moi lui prêter le mien et prendre arc. Donne-moi 20 minutes et je prépare vos bardas, répondit Jeanne, qui n'avait pas perdu un seul mot de la conversation. Joseph se leva, tendit son fusil à Gabriel avec sa corne à poudre et un petit sac de balles, puis ressortit de la maison pour aller chercher son arc et ses flèches. « Je pense que tu t'es fait un ami, Gabriel. Je suis le seul jusqu'ici à qui Joseph a laissé toucher son fusil, » remarqua François en se levant pour se préparer. « Je me demande bien ce qui a pu l'impressionner autant. »« C'est tout de même très curieux, » renchérit Nicolas, jetant un coup d'œil vers la porte. Gabriel se remémora le moment où il avait ressenti cet élan de liberté devant le brouillard du fleuve. L'Algonquin devait l'avoir observé, puisqu'il lui avait posé la main sur l'épaule pour attirer son attention. Était-il possible que Joseph ait deviné l'émotion qu'il avait traversée et la transformation qu'il avait suivie? « Sais-tu te servir de cette arme? » demanda Nicolas. « Je m'en suis servi lors de mes voyages sur les bateaux. Je crois que ça ira, » répondit Gabriel. Il se dirigea vers sa malle de matelot pour sortir ses pistolets et des vêtements qu'il croyait propices à l'excursion. « Tes bottes sont trop brillantes dans le bois. Prends ça, » lui dit Nicolas en lui tendant une bonne paire de mocassins et une épaisse paire de bas de laine. « Merci beaucoup, Nicolas. »« La culotte va aller, mais trouve une chemise plus chaude. J'ai aussi un camail qui t'ira. Le capuchon, ça va être précieux si on dort à la belle étoile. Ta mère va envelopper ton barda avec ta couverture. Ça devrait aller. » Louise apparut près d'eux avec un paquet attaché adroitement qui laissait 2 ganses de cuir larges où on pouvait passer les bras pour le transporter au dos. « Ma mère m'a demandé de préparer ton équipement, Gabriel. J'espère avoir rien oublié. »« Merci, Louise, c'est très gentil. »« Peux-tu apporter les vieux couteaux de chasse du père pour qu'il le place dans l'étui de ses mocassins? » demanda Nicolas. « Je reviens tout de suite, » répliqua Louise en pivotant vers la cuisine. « Eh bien, mon vieux, il est possible que ce soit toi qui finisses par subir un abordage. Note que ça me déplairait pas beaucoup, » remarqua Nicolas en riant. L'Algonquin les attendait devant sa cabane. Un énorme chien-loup, muni de 2 sacs de cuir, reliés l'un à l'autre par une autre pièce de cuir souple qui traversait sur le dos de l'animal, attendait assis à son côté. L'équipement nécessaire à l'Indien serait porté par son chien. Il fit signe à François d'approcher et lui montra l'empreinte d'un gros orignal. « Gros boc, » indiqua Joseph. « Comment peut-on savoir le sexe d'un orignal seulement en regardant sa piste? » demanda Gabriel incrédule. « Apprends, jeune Français, » rétorqua Joseph. « Regarde bien piste. Patte avant enfoncée à côté patte arrière. Cela est mâle. Si patte arrière, derrière patte avant, c'est la femelle. Mâle plus gros avant que derrière. Femelle même grosseur avant comme derrière, mais corps plus long. » L'Indien se releva et partit vers la forêt, suivi de son chien, qui grogna en passant auprès de Gabriel. Entendant cela, l'Algonquin fit demi-tour et flanqua un bon coup de pied au chien. L'attrapant par le chignon, il l'approcha de Gabriel. « Approche-moi ouverte, museau chien, » ordonna Joseph. Gabriel s'exécuta avec réticence. Le chien grogna encore une fois. Joseph lui asséna un bon coup de poing sur la tête, tellement puissant que le chien plia les pattes avant.
Le redressant toujours par le chignon du cou, l'Indien approcha la tête de la main de Gabriel. Cette fois-ci, le chien-loup renifla la main et se mit à lécher les doigts. L'Algonquin lâcha son chien. « Lui, maintenant, ton ami, » dit-il à Gabriel en pivotant et reprenant sa route. Le chien s'empressa de suivre 2 pas derrière son maître. François Duclos regarda Gabriel et secoua la tête, démontrant sa perplexité. Nicolas lui mit la main sur l'épaule et l'entraîna à la suite de son père. On venait d'assister encore à une autre faveur donnée à Gabriel par l'Indien. C'était sa première expérience dans la forêt canadienne, et ses yeux n'étaient pas assez grands pour tout saisir. L'Indien marchait devant, suivi de Nicolas, de lui-même et finalement fermant la marche de François Duclos. Depuis leur entrée en forêt, on avançait extrêmement lentement. Presque à chacun de ses pas, l'Indien s'arrêtait et vérifiait les alentours, comme si ce qu'il voyait n'était pas le même paysage qu'au pas précédent. Le chien s'immobilisait à chaque fois derrière son maître. Cela permit à Gabriel d'apprendre à poser son pied au sol sans le moindre bruit. Il s'était rapidement aperçu que les pas des autres étaient parfaitement silencieux. Lorsqu'il eut assimilé la technique, il se rendit compte qu'effectivement, le panorama changeait complètement à chacun de ses pas. Les arbres qu'il voyait actuellement cachaient tous quelque chose qu'il ne verrait qu'au pas suivant. À partir de cette constatation, son attention devint constante. Tout à coup, l'Indien s'arrêta, et le chien s'assit sur son derrière, la gueule ouverte et la langue pendante. Tous s'arrêtèrent. Joseph coupa une grande perche tout près de lui, l'ébrancha complètement, s'accroupit vers son chien et sortit un lacet de cuir finement tressé et imbibé de graisse de l'un de ses sacs, qu'il attacha au bout de la perche. Il fit un nœud coulant du lacet qui garda la forme de petit cerceau. Faisant signe aux autres de ne pas bouger, il se dirigea vers un grand sapin. Gabriel le vit tendre sa longue perche vers l'arbre, donner un petit coup sec et retirer la perche avec un oiseau qui battait des ailes pour essayer de se dégager du collet. 2 autres oiseaux surgirent des branches du sapin pour se jucher dans le sapin d'à côté. Décrochant l'oiseau capturé, il lui tordit le cou et le jeta près du chien qui se contenta de regarder le tas de plumes. Se rapprochant de l'autre sapin, il recommença le même manège et captura l'un après l'autre les 2 oiseaux avant de revenir vers ses compagnons. Arrivé près d'eux, il mit un oiseau par terre sur le dos, plaça ses pieds de chaque côté sur les ailes, agrippa les pattes d'une seule main et tira doucement. Gabriel vit tout l'intérieur, incluant la tête de l'oiseau, glisser hors de la poitrine débarrassée de toutes ses plumes. Joseph procéda de la même façon pour les 2 autres oiseaux, replia les ailes sur les poitrines pour les envelopper, jeta le reste à son chien qui n'en fit qu'une bouchée et glissa son gibier dans l'un de ses sacs que portait le chien. Nicolas se pencha vers Gabriel et murmura « Tu viens d'apprendre à vider une perdrix. C'est le seul gibier auquel on peut faire comme ça. » L'Indien se retourna et reprit sa route à la même vélocité qu'auparavant, le chien sur les talons. Il avait gardé sa perche à la main. On suivait la piste depuis déjà 3 heures, et Joseph avait capturé 2 autres perdrix. Gabriel commençait à être un peu fatigué, surtout à cause de la tension de tous ses muscles, à l'intensité qu'il mettait à scruter son environnement. Cette fatigue l'obligea à relaxer sans pour autant diminuer son attention. Il s'aperçut qu'il était possible d'absorber tout son entourage d'une façon relaxe et détachée. Il restait alerte, mais détendu. Ce qui ne lui était pas tellement étranger, pensa-t-il, parce que cela ressemblait beaucoup à la disposition d'esprit nécessaire lors de combats d'escrime. Le moindre bruissement de feuilles attirait son regard sans susciter d'excitation, ni nervosité, ni même de curiosité. Il se contentait de regarder ce qui avait suscité son attention. Il respirait lentement et la fatigue ressentie précédemment s'étiola peu à peu. On allait traverser un ruisseau lorsque Joseph s'arrêta, inspecta la piste autour de lui et fit signe aux autres d'approcher.
Orignal rendu à prairie, informa-t-il. lui paraît ruisseau et continuer vers rivière. Maintenant, mangez perdrix. La voix basse et grave de l'Indien ne portait pas à 10 pieds. Sur ce, attrapant le chien, il sortit les perdrix du sac et les nettoya dans le cours d'eau. Nicolas, sans dire un mot, commença à ramasser du bois en choisissant attentivement celui qu'il gardait. François Duclos, quant à lui, dégageait un espace près de l'eau et l'entourait de pierres rondes. Tous s'efforçaient d'être silencieux. Il demanda à Gabriel d'une voix à peine audible de lui trouver 4 tiges rigides de 2 pieds de long. Les perdrix, chacune transpercée du bout des tiges de Gabriel, plantées autour et inclinées au-dessus du feu, cuisaient lentement. Joseph tournait les tiges de temps à autre. Il avait donné la 5e perdrix à son chien, qui s'en était rapidement régalé toute crue. Chacun déchiqueta avec ses dents la viande maigre mais agréable au bout de leur bâton. Une bonne gorgée d'eau du ruisseau termina le repas et on repartit dans la forêt. Ce ne fut qu'1 heure et demie plus tard que Gabriel entendit le bruit de la rivière. À partir de ce moment-là, Joseph ramassa un gourdin sec et se mit à en frotter les arbres de temps à autre. Il échappait également de petits « rouf » gutturaux de sa gorge très bas à chaque 3 ou 4 pas qu'il faisait. Rouf. On arriva à la rivière au moment où le soleil se préparait à décliner. Avant de sortir des arbustes, on entendit un « rouf » assez fort, suivi de plusieurs éclaboussures d'eau. Gabriel aperçut l'énorme animal qui attendait de l'autre côté de la rivière, la tête tournée vers lui. La grosse tête affreuse, ornée d'un magnifique panache immense, surmontait une barbiche de poils qui pendait au moins 1 pied de long. Joseph lui indiqua par signe de tirer l'animal juste derrière la patte avant. Le jeune homme épaula son fusil pendant que François et Nicolas faisaient de même pour être prêts s'il manquait la cible. Gabriel laissa échapper l'air de ses poumons et pressa la gâchette lorsque son fusil fut stabilisé. Le coup partit, les pattes de l'orignal frappèrent son abdomen et l'animal s'écroula sur place. Le père et le fils Duclos se regardèrent remplis d'étonnement et l'Indien affichait un sourire de satisfaction. Il en avait oublié son flegme. « Quel coup de fusil, petit gars! » s'exclama François. « J'ai rarement vu ça. »« Moi, j'ai jamais vu un orignal tomber de cette façon. » s'enthousiasma Nicolas. « Quel coup de fusil, mon ami! » L'Algonquin regarda Gabriel et dit « Jeune Français maintenant devenu Canadien. Hop. » Gabriel rayonnait. Son souffle était court et il dut faire un effort pour retrouver son calme. Les 4 chasseurs traversèrent la rivière rapidement, s'approchèrent de la bête en la gardant en joue, pendant que Joseph lui piquait sa perche dans l'œil pour s'assurer qu'elle était bien morte. Gabriel avait pu récupérer son calme, recharger son fusil et découvrait maintenant que de tuer un orignal ne faisait que mettre du travail pénible sur la planche. Ils prirent 2 heures pour débiter l'animal en quartier, les installer sur des tiges de bois qui laisseraient passer l'air avant de pouvoir commencer à s'installer pour la nuit. On avait grillé la langue et le mufle de la bête que Gabriel avait apprécié. Fourbus, les 4 amis s'enveloppèrent de leur couverture et sombrèrent dans un sommeil réparateur.